Hello à tous et bienvenue dans Inside Banking, le podcast qui fait décoller ta culture financière. Je suis Richard Michaud, j'ai 30 ans et je suis Top Voice Finance sur LinkedIn. Dans Inside Banking, le podcast, je te partage ma passion pour le secteur financier et je donne la parole à des acteurs de la finance au parcours inspirant qui portent des valeurs fortes et vont t'apporter des éclairages sur les grands enjeux du secteur. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi sur tes plateformes d'écoute préférées. Si tu aimes le podcast, laisse-moi un avis 5 étoiles et partage cet épisode à au moins 3 de tes contacts. Sur ce, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous et bonjour Grégory. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans Inside Banking, le podcast. Alors, je t'ai reçu parce que tu t'es donné une mission qui est très ambitieuse, celle d'aider 1 million de personnes à débuter en bourse. Alors, bien sûr, pendant notre échange, on va en parler parce que c'est pas anodin comme mission à se donner en tant qu'entrepreneur. Tu vas nous expliquer ton projet, les actions que tu mènes pour y parvenir, ce que tu portes au quotidien et puis là où tu en es dans cette mission que tu t'es donnée. On va également parler de ton parcours en finance, que tu as eu plusieurs expériences avant de faire ce que tu fais aujourd'hui. Tu as travaillé dans une banque, tu as travaillé chez un assureur, également dans le monde du family office. Tu pourras nous expliquer un petit peu tout cet environnement et ce qui t'a amené à entreprendre dans l'éducation financière aujourd'hui. Et puis, dans cet épisode, on va parler plus en avant de ta vision de l'investissement, d'éducation financière, de tes propres investissements également, parce que tu as la particularité d'être assez transparent là-dessus et c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui crédibilise, je pense, la voix que tu peux porter sur les réseaux sociaux. Tu nous expliqueras pourquoi tu fais ça. Voilà pour les sujets que je souhaitais évoquer aujourd'hui avec toi. Alors, si ce programme te convient, Grégory, je vais te proposer tout de suite de te présenter aux auditeurs du podcast. Un immense merci tout d'abord, Richard. Bonjour à toi et bonjour à toutes les personnes qui vont nous écouter. Merci vraiment du fond du cœur, Richard, de m'avoir proposé de faire ce podcast. C'est avec le plus grand des plaisirs. Alors, comment je peux me présenter? On pourra parler de n'importe quel sujet avec grand plaisir. J'ai aucun tabou relatif à l'argent, donc moi, je parle de tout sans aucun problème. J'ai 3 passions dans la vie. J'aime bien me présenter comme cela. Ma première passion, ce sont mes enfants. Gaspard et Harold. Gaspard qui a 5 ans et demi et Harold qui a 4 ans et demi. Ça a complètement changé ma vie puisque depuis que Gaspard est né, j'ai pris la décision de ne travailler que la moitié de la semaine et l'autre moitié de la semaine être présent pour mes enfants. C'est vraiment très important. Bon, à l'époque, j'étais salarié dans un multifamily office. J'étais même directeur de ce multifamily office et je suis venu voir les actionnaires principaux pour la petite anecdote. Et je leur ai dit, bah, écoutez, je vais être papa. Moi, je veux mon vendredi maintenant. Je travaille du lundi au jeudi inclus, mais vendredi, samedi, dimanche, je suis présent pour mon fils, pour mon épouse. C'était assez mal vu qu'un jeune de 30 ans, dans le secteur financier, un homme en plus, demande justement d'avoir ce congé parental. D'ailleurs, à ce moment-là, on vivait, mon épouse et moi, au Luxembourg, et c'était vraiment pas du tout dans les normes qu'un homme prenne d'abord, en premier, un congé parental. Donc voilà, vraiment les enfants pour moi ça a une place très, très, importante, à mes yeux et dans mon cœur. Ma deuxième passion, ça va être des activités, sportives comme le VTT. Bah, depuis qu'on a déménagé en Belgique il y a quelques mois, je redécouvre cette passion, là. 1-2 fois par semaine, je vais faire du VTT. Même durant cette période où il fait 0 degré, un dimanche matin, eh beh, je vais partir de 9h à 11h pour faire du VTT, une trentaine de kilomètres, donc vraiment très, très chouette. J'ai la chance aussi d'aller, quelques fois par an en Suisse, non pas pour y déposer, notre argent, certainement pas, mais pour profiter des superbes paysages, la montagne, les lacs. C'est vraiment un pays que j'adore, que mon épouse et moi, on adore. Les enfants aussi, d'ailleurs, pour la petite anecdote, on revient de quelques jours au ski, c'était juste incroyable. Et puis ma dernière passion, c'est de partager mon rêve qui est simple sur papier, un peu ambitieux en pratique, c'est d'essayer d'aider 1 million de personnes à mieux comprendre la bourse et les investissements. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, il y a 3 ans et demi, je pourrais expliquer si tu le souhaites tout mon background, mais il y a 3 ans et demi maintenant, bientôt 4, j'ai pris la décision de démissionner de mon poste de directeur d'un multifamily office alors que j'avais une rémunération de 150 000 € par an et de me lancer vraiment dans l'entrepreneuriat seul, bien entendu. Aujourd'hui, je suis accompagné par quelques personnes qui m'aident à gauche, à droite dans mon business, mais vraiment pour aider les gens à mieux comprendre la bourse, mieux comprendre les investissements en général, parce que mon rêve, c'est vraiment de partager mes connaissances et mes compétences pour qu'un maximum de gens deviennent autonomes.
Merci pour cette présentation, Grégory. Je voudrais revenir sur la partie enfant que tu as mentionné. Comment tu fais pour compartimenter ton temps? Parce que c'est vrai que c'est un sujet, voilà, quand tu nous dis ça, c'est peu commun, c'est très courageux de le faire. Comment tu arrives à vraiment te cantonner à ce côté de travail? Parce qu'on pourrait se dire que tu travailles peu, entre guillemets, en tout cas dans une vision classique. Oui. Comment tu arrives à t'organiser très concrètement? Alors comment je m'organise? Ben, de manière très concrète, les lundis, c'est mon épouse qui est en 4/5 qui s'occupe, des enfants et moi, je termine de travailler vers 18h30 et puis, je suis là pour la mise au dodo et puis, le mardi, le jeudi, je vais aller chercher les enfants à 16h à l'école et je vais m'en occuper, bah, jusque, je dirais à 19h30, 20h, puis on papote avec mon épouse et tout ça et puis souvent, ben, lundi, mardi, mercredi, jeudi soir de 20h à minuit, de 21h parfois à minuit ou 1h du matin. Ça m'arrive très régulièrement de travailler, pas tout le temps, mais vraiment très régulièrement quand même. Et puis le mercredi après-midi, typiquement, ben, si vous voulez un rendez-vous avec moi le mercredi après-midi, c'est impossible parce que le mercredi, je travaille de 9h à midi et puis je passe du temps avec mes enfants. Par contre, samedi, dimanche, je travaille jamais, ça m'est arrivé peut-être une fois par an ou de manière exceptionnelle, j'ai une conférence un samedi ou ce genre de choses. Mais, encore dans quelques jours, on m'a proposé quelque chose un samedi et j'ai dit non, parce que pour moi, c'est important d'être présent pour mes enfants. Donc voilà. Et bon, en fait, j'arrive à compartimenter assez bien, mais c'est vrai que, j'ai pas mal de boulot, mais j'ai la chance aussi d'avoir un job où je peux être très flexible et donc, quand j'écris par exemple ma newsletter, les tutos de grec qui est envoyée à plus de 10 000 personnes chaque semaine, ça fait d'ailleurs plus de, 110 semaines que j'écris, toutes les semaines, d'arrache-pied. Belle régularité, hein. Je sais de quoi je parle. Voilà, j'ai pas loupé une semaine depuis le 3 janvier, 2023, date à laquelle j'ai lancé, cette newsletter et en fait, le point, c'est que ma newsletter, je peux l'écrire le lundi de 20h à 1h ou 2h du matin. Alors le point par rapport à ça où je dois faire attention pour la petite histoire, si on veut rentrer dans ma vie personnelle, c'est la fatigue parce que, quand tu vas coucher à 1h, 2h du matin et que tu te réveilles à 7h pour t'occuper des enfants, à un moment donné, tu es un peu fatigué. Donc là, je dois vraiment consacrer mon lundi à la newsletter. Si le lundi, j'ai 2-3 rendez-vous plus la newsletter, je sais que je suis parti jusqu'à minuit, 1h, parfois 2h du matin. Donc je dois vraiment être très, très strict dans mon organisation, strict dans mon organisation, c'est-à-dire être cadré, on va dire ça comme ça. Et après, j'ai la chance où parfois, si c'est nécessaire, par exemple, une fois, j'ai un grand journal belge est venu, il voulait absolument une interview de moi le mercredi après-midi. Mais j'ai dit: «Il y a pas de problème, mais vous venez à la maison et les enfants sont en haut, ils jouent un petit peu et s'il y a du bruit, c'est tant pis». Donc un petit peu, en fait, on prend Grégory, c'est à prendre ou à laisser. On sait que parfois, il y a parfois des gens qui viennent dans mon jardin faire une interview de moi. En été, il y avait je m'occupais des enfants, mon épouse travaillait, les enfants n'étaient pas à l'école. Bien entendu, c'était l'été, ils n'étaient pas en stage. Et les enfants, ils jouaient pendant que moi, j'ai fait mon interview de 10 minutes et parfois, ils viennent, ils venaient me tirer là et on recoupait et c'est pas grave. Mais ça, voilà, ça fait partie un petit peu du personnage et après, je me fais quand même aider pour la petite histoire quand même, par des gens qui, m'aident pour créer mes posts pas créer sur le contenu, mais sur la forme. Par exemple, tous mes carousels Instagram, ils sont aidés par une personne qui s'appelle je suis aidé par une personne qui s'appelle Déborah. Quand je reçois des emails, des messages sur les réseaux sociaux, des commentaires, j'ai quelqu'un qui m'aide qui s'appelle Pierre aussi. Et puis un autre projet que j'ai, écrire un cahier d'activités, comme Jeanne que tu as reçu, récemment. Un cahier d'activités pour les enfants à partir de 5 ans, je collabore avec une personne qui s'appelle Sophie et donc je suis pas, il y a 3 ans, j'étais vraiment, tout seul, je faisais tout moi-même et puis maintenant, j'ai la chance de pouvoir déléguer certaines parties, là où des gens sont meilleurs que moi et pour me consacrer vraiment à la création de contenu de qualité, et pour aider les gens à mieux comprendre la bourse et les investissements en général.
Très clair, merci pour cette réponse. Alors maintenant, si on rentre dans ton parcours en finance, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait? Donc j'ai vu que tu avais travaillé dans une grande banque, dans un grand assureur. Tu as également fait une thèse en risk management. Ensuite, tu as travaillé dans un family office. Est-ce que tu peux nous raconter finalement, ce parcours, les étapes? Pourquoi tu as commencé en banque? Pourquoi tu l'as quitté? Voilà, tout ça. Alors mon parcours, déjà de manière générale, donc je viens d'une famille, assez modeste en Belgique, hein, du côté de Namur pour celles et ceux qui connaissent, à 50 kilomètres au sud de Bruxelles. Au sud, mais sans soleil, hein, parce qu'on est en Belgique quand même. À Paris non plus, il y a pas de soleil en ce moment, je te rassure. Voilà, à Paris non plus, il y a pas de soleil. Et puis, donc j'ai fait un master en finance, obtenu en 2012, et puis j'ai eu l'occasion de faire une thèse de doctorat. Thèse de doctorat qui a porté notamment sur la gestion des risques financiers d'une première partie, donc le risque systémique, comment un secteur financier peut menacer l'économie réelle via quels canaux de contagion. Comment également, ça c'était la deuxième partie de ma thèse de doctorat, comment un pays durant la crise, de la dette, en zone euro, comment justement un pays peut menacer toute la stabilité justement, de la zone euro avec, un focus sur la Grèce. Et puis en fait, j'en ai eu un petit peu assez de toute la partie risque systémique, régulation et tout ça. Et en parallèle, j'avais commencé à boursicoter. J'ai perdu, en 1 an et demi, 60 de mes économies, et je me suis dit: «Mais en fait, je peux pas m'arrêter là-dedans». La grand-mère de mon épouse avait, une certaine somme à investir. Elle ne faisait pas confiance à son banquier d'ING. Elle me dit: «Oh mais Grégory, tu as fait un master en finance, tu fais une thèse de doctorat en finance. Tiens, voilà mon argent, gère mon argent à ma place». Je me sentais pas légitime de gérer cet argent-là à sa place. Mais j'ai commencé à le faire tout en me formant sur les investissements en bourse, parce que mes parents malheureusement aussi avaient perdu beaucoup d'argent en 2008. Et en fait, le point par rapport à ça, c'est que j'ai vraiment pendant plus d'un an dans ma thèse de doctorat, lu énormément sur les marchés financiers, sur les stratégies, d'investissement. Et puis j'ai eu ma thèse de doctorat en 2015. À ce moment-là, on me demandait de rester dans l'académique, mais ça me convenait pas parce que je voulais que ça bouge un petit peu plus. Je voulais voir le concret. D'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont dit: «Ah Grégory, tu as fait une thèse de doctorat, mais ça va jamais rien te servir». Ça m'a pas servi pour valoriser mon travail de salarié puisque j'ai commencé en octobre 2015 un travail d'analyse financier dans un multifamily office. Donc j'aidais les familles très fortunées à plus de 20 millions d'euros d'actifs financiers à superviser leur patrimoine, à discuter avec leurs gestionnaires, à challenger leurs banquiers, à discuter avec leurs notaires, avocats, fiscalistes, experts comptables. Le family office, c'est vraiment, je dirais, le bras droit, le coordinateur du patrimoine de familles extrêmement fortunées où les familles prennent les décisions, mais le suivi de tout ça est mis en place par le family office avec les différents experts. Et en fait, le point par rapport, à ça, c'est que grâce à ma thèse de doctorat, j'ai créé avec un très bon ami à moi qui s'appelle, Quentin, d'abord on a ouvert un compte sur un compte broker online où on a mis 5 500 € chacun en novembre 2015 et en décembre 2017, on crée un fonds d'investissement. Donc j'ai été, à ma connaissance, un des plus jeunes, voire le plus jeune belge, créer un fonds d'investissement, pas avec de l'argent, familial, avec de l'argent où j'avais été voir des banquiers, des CGP, des gestionnaires de fortune, des gens qui pouvaient investir pour le client 100, 200, 300, 500 000 €. Et avec, Quentin, on a levé plus de 4 000. À un moment donné, les actifs sous, gestion du fonds d'investissement qu'on avait, créé avec, une institution financière qui avait les agréments, puisque nous, on ne les avait pas, et ben, sont montés à plus de 4,5 millions d'euros. En absolu, c'est beaucoup. En relatif, par rapport au monde de la gestion, c'est très petit, mais on ne travaillait pas dans des banques ni rien. Oui, moi, j'ai travaillé j'ai fait, durant ma thèse de doctorat, j'ai fait 2 jours par semaine, je travaillais dans une compagnie, d'assurance, dans le département gestion des risques, mais c'était juste des modèles mathématiques qui étaient appliqués avec des fichiers Excel ou sur Python ou ce genre de choses, et ça s'arrêtait là. Donc moi, je ne supervisais pas, je ne gérais pas l'argent de, familles fortunées. Et donc en parallèle de mon job de family officer, et d'analyse financière dans le family office, c'était mon job à temps plein. Bah, le soir, le week-end, durant mes jours de congé, j'allais,
J'ai été à Monaco, ensuite à Lausanne, à Genève, à Luxembourg, Bruxelles, Paris, pour justement rencontrer des gens de la gestion d'actifs pour essayer que ces personnes-là investissent pour leurs clients. Et donc oui, ma thèse de doctorat a été super utile dans la compréhension du système de la bourse en général, mais aussi dans la création en fait d'un fonds d'investissement, même si in fine malheureusement mon fonds d'investissement ne faisait pas mieux qu'un indice, qu'un ETF qui suivait un indice boursier, mais j'ai appris énormément, énormément de cette période-là. Et puis fin 2020, je me suis réveillé le 26 décembre 2020, et c'est pas une blague, en me disant: «Mais Greg, tu as 30 ans, 31 ans, qu'est-ce que tu veux faire au niveau de ta vie, professionnelle? Tu as 2 enfants maintenant, est-ce que tu aimes ton travail chez Family Partners, dans le family office?» La réponse était «oui», mais il y avait un petit mais. Le petit mais, c'est quoi? C'est que je travaillais toujours pour les oui-mêmes familles extrêmement fortunées. Donc j'avais toujours les mêmes discussions avec les mêmes membres familiaux et ces familles-là étaient dépendantes de moi, dépendantes de mes fichiers Excel, dépendantes de mes analyses, et cetera, et cetera. Et donc, je me suis dit: «Mais non, moi, ce que je veux faire, c'est aider 1 million de personnes». Il y a ce chiffre-là qui est venu en tête le 26 décembre 2020, en me levant, en me disant: «Je veux aider 1 million de personnes à mieux comprendre la bourse et les investissements». Et en fait, ce que je voulais vraiment, c'était partager mes connaissances et mes compétences que j'avais pu acquérir les 10 dernières années et les partager à un maximum de personnes. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas directement démissionné, vu que je gagnais plus de 150 000 € bruts par an. Voilà, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est un gros montant, on a un gros crédit, comment on va faire?» J'en ai discuté avec mon épouse. J'ai testé un concept, heu, tous les mardis de février 2021 de 20 h à 22 h, une formation qui s'appelle «4 semaines pour bien débuter en bourse». J'ai appris 3 ans après qu'on appelait ça bootcamp. Je savais pas que ça s'appelait bootcamp et j'ai eu 40 personnes qui se sont inscrites. 40 personnes qui ont investi l'argent pour se former, surtout 40 personnes qui ont pris du temps puisqu'en moyenne, on était entre 35 personnes et 39 personnes tous les mardis soirs de février 2021. Et donc pour moi, ça a été un déclic rationnel. Le déclic émotionnel est venu au mois de décembre 2020, quelques mois avant, ou un déclic rationnel en me disant: «Greg, il faut te lancer dans l'éducation financière, dans la formation». Et donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé et puis, maintenant, moins de 4 ans après, je discute dans ton super podcast. Donc tu n'as pas de regrets alors? Aucun regret, vraiment. D'ailleurs, parfois maintenant, on me pose des questions genre: «Et tu irais pas travailler dans une banque, dans un gestionnaire d'actifs?» Et la réponse est: «Non, j'adore ce que je fais». Je partage, énormément d'informations dans ma newsletter, notamment. Mon but vraiment, c'est de partager mes connaissances et mes compétences, qu'un maximum de gens deviennent autonomes et ne soient pas dépendants de moi ou soient pas dépendants d'un système financier qui, désolé de dire ça, qui parfois abrutit un petit peu, les personnes parce que ne partagent pas d'informations ou les partagent mais n'expliquent pas les informations. Les rapports bancaires, les rapports de performance, les rapports de frais, ne sont pas toujours des plus, lisibles. Et donc moi vraiment le but c'est vraiment d'éveiller les gens, leur apprendre des choses et que ces personnes-là puissent prendre des décisions en toute connaissance de cause, en disant: «Bah, voilà, moi je suis géré, j'ai mon portefeuille qui est géré par un banquier qui me coûte 1 et demi par an. Ça me convient très bien parce que j'ai une bonne relation avec lui et je comprends ce dans quoi il investit, je comprends les frais, je comprends tout ça». Mais le but vraiment pour moi, c'est que les gens puissent être autonomes s'ils le veulent, mais surtout puissent se comprendre en justement en, assimilant les connaissances et les compétences que je leur partage. Alors avant qu'on rentre dans les sujets d'éducation financière, je reviens juste un petit peu en arrière sur ton parcours. Comment on devient directeur des investissements dans un family office aussi jeune? Ça C'est m'intéresse. une excellente question. Bah, moi, quand je suis sorti de ma thèse de doctorat en septembre 2015, le 2 octobre 2015, je travaillais dans le multi-family office. 2 semaines après, je discutais pour une famille qui avait quoi? Au total, les différents membres familiaux, c'était une grande famille qui avait plus de 500 millions d'euros et surtout, je dois leur faire une présentation sur le private equity, donc le marché qui est non coté, heu et je connais pas ça. Et en fait, comment j'y suis arrivé, je pense, parce que j'ai travaillé énormément. Il y a pas de Pour moi, j'ai pas de secret, je suis pas plus intelligent que la moyenne, certainement pas. Mais par contre, je travaillais énormément, je travaillais faut savoir que durant ma thèse de doctorat, pour la petite histoire quand même, 3 jours par semaine, je travaillais à ma thèse de doctorat
2 jours par semaine, j'étais chez AGAS, grand groupe d'assurance en Belgique. Et samedi et dimanche, je travaillais 6 à 8 heures par jour pour faire ma thèse de doctorat. Parce que malgré mon part-time dans la compagnie d'assurance, j'ai terminé ma thèse de doctorat en 3 ans. Généralement, il faut entre 4 et 6 ans, en étant en temps plein. Mais j'ai énormément travaillé. Mon épouse, en fait, elle faisait, pour la petite histoire, elle faisait une formation spécialisée en plus pour être pharmacien d'hôpital, pour travailler dans un hôpital en tant que pharmacien. Et en fait, elle travaillait autant que moi. Et donc, on était vraiment alignés sur le rythme. Et moi, j'ai continué ce rythme-là quand on n'avait pas d'enfants, dans le multifamily office, puisque mes jours de congé, ils servaient pour mon fonds d'investissement, etc., etc. Donc voilà. Et puis, j'ai appris énormément de choses. J'étais enfin, très, très ambitieux. Je travaillais beaucoup. Et puis, il y a rien à faire. Les personnes au sein du family office, il y avait 2 associés à l'époque, en fait, m'ont fait confiance en disant: c'est un jeune qui a la tête sur les épaules, il gratte, il va jusqu'au bout, il veut q» enfin, vu que j'avais une thèse de doctorat, j'avais passé des semaines et des semaines à lire des articles, à approfondir certains sujets. Donc moi, quand je ne comprenais pas quelque chose, je passais une demi-journée, une journée entière à approfondir le sujet. Le banquier qui vendait, entre guillemets, qui partageait ses convictions, j'essayais de le pousser dans ses retranchements pour bien comprendre. Quand il me parlait de frais, je ne comprenais pas. Donc moi, tout sujet que je ne connaissais pas, je l'approfondissais pour acquérir un maximum de connaissances, pardon. Et en fait, et ça, grâce à ça, ça me permet aujourd'hui d'aider beaucoup de personnes. Donc je dirais l'envie d'apprendre tout simplement, et l'envie de challenger les choses, et le fait que je travaillais effectivement énormément. Il y a une année, je pense que j'ai fait 65 000 kilomètres en voiture parce que j'étais tout le temps à gauche, à droite, et je travaillais énormément. Ça me convenait bien à ce moment-là. Maintenant, je travaille quand même moins, mais il y a mon rôle de papa qui est aussi très, très important. Et donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Et puis certainement un petit coup de pouce de la vie, de l'univers, peu importe, qui m'a aidé justement à devenir en 2 ans, à quoi, 28 ans, oui, directeur du multifamily office, qui supervisait le patrimoine de différentes familles qui faisaient presque 2 milliards, et où on était une douzaine de personnes, quoi. D'où est-ce qu'elle vient cette ambition? Parce que tu en as parlé plusieurs fois, tu as occupé des postes à responsabilité très jeunes, tu t'es donné une mission très ambitieuse. D'où est-ce que ça devient tout ça? Oh, d'où est-ce que ça me vient? C'est une excellente question parce que je n'ai jamais reçu cette question-là. Je pense que ça peut venir en fait de ma famille. Mon père, pour la petite histoire, il ramassait du lait dans les fermes. Ramasser du lait dans les fermes, c'est pas un job de 9 heures du matin le lundi à vendredi 17 heures. J'ai rien contre ce type de job, certainement pas. Mais c'est un job où le samedi, le dimanche, les jours fériés, on travaille. On travaille. Il avait son entreprise où il avait 2-3 camions et différentes personnes qui conduisaient le camion. Il partait soit à 4 heures l'après-midi, il revenait à 4 heures du matin, ou soit il partait à 4 heures du matin, il revenait à 16 heures. Donc j'ai été baigné dans un environnement où euh, on évoluait, on trouvait sa voie grâce au travail. Et le travail permettait justement d'expérimenter des choses et tout ça. Mon grand-père, lui, il était marchand de foin et de paille. Donc là aussi, c'était un job. Voilà, moi je sais que beaucoup de mes vacances en tant que quand j'avais entre 8 ans et 16 ans, je passais plusieurs semaines par an à la ferme chez mes grands-parents, où on se levait à 7 heures du matin, il n'y avait pas de télévision, et à 8h30, on était dans les étables, on nettoyait pas les box pour les chevaux parce qu'il n'y avait pas de chevaux, mais on nettoyait les tables, les vaches, les ci, les là. Franchement, voilà, j'ai été baigné dans cet environnement de travail. Je suis pas du tout manuel, moi, vraiment pas. Alors mon épouse Charlotte pourrait te dire: «Non, surtout pas, il faut pas que Grégory fasse un trou dans le mur parce que il va tout casser». Ça va faire une catastrophe. C'est oui, oui, effectivement, pas j'ai envie d'apprendre, mais et donc je fais des trucs dans le jardin où s'il y a une conséquence, c'est pas trop grave, c'est pas dans la maison.
Mais blague à part, même là, il y a des il y a j'ai toujours des choses que j'ai envie de faire, en fait. Il y a pas, il y a des soirs où je me dis: «Mais non, j'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas». Mais il y a jamais un moment où je me suis dit en 3 ans et demi: «Ah mais en fait, là, cet après-midi, heu, j'ai rien à faire». Non, parce que quand j'ai envie de en fait, je le vois vraiment pas comme un travail. Je le vois comme une passion de me dire: «Ah bah, en fait, c'est chouette». C'est comme maintenant le podcast. J'ai dit oui, pourquoi? Parce que je vais partager ma vie, je vais partager qui je suis, je vais partager certainement des conseils. Alors que je sais que j'ai des choses à faire aujourd'hui avant le week-end parce que, vendredi soir, samedi et dimanche, je ne travaille pas. Mais ça me fait plaisir vraiment de passer du temps et de partager, des passions. Donc en fait, Heu, si on arrive à trouver et ça demande parfois plusieurs années, même parfois des décennies, se trouver ce qui a du sens pour nous, comme pour moi, en fait, partager des connaissances et des compétences. Vu que j'ai vécu dans une famille où l'argent était assez tabou, où il y avait peu de partage, que j'ai commencé dans le secteur, financier, où je voyais que le secteur financier ne partageait pas toujours aux clients comme il devrait partager. En fait, je me suis dit: «Mais non, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment dé dédramatiser le sujet, pouvoir en discuter comme on parle, des relations sexuelles, comme on parle des relations amicales, comme on parle de sport, comme on parle de spiritualité, comme on parle de religion. Bah, j'ai envie de parler d'argent comme ça, parce que l'argent finalement, c'est juste des nombres et après il y a toutes les projections que chacun et chacune peut faire. Mais l'argent, c'est juste des nombres, qu'on ait, 5 chiffres 5 chiffres sur un compte bancaire, 4 ou 6, c'est pas ça qui change qui on est vraiment à l'intérieur de soi. En tout cas, c'est ma philosophie un petit peu de vie. Très inspirant, Grégory. Merci pour ce partage. Alors, avant qu'on rentre dans l'éducation financière, j'aimerais qu'on fasse la section Speed Question. Donc, le concept, il est très simple. La réalisation, un petit peu plus compliquée pour certaines personnes. On va voir comment tu t'en sors. C'est des questions courtes qui appellent des réponses courtes. Soit oui ou non, soit une réponse très brève. Est-ce que tu es prêt? OK, je suis prêt. C'est parti. Alors, la première question. Est-ce que tout le monde devrait investir en bourse? Oui, Est-ce qu'il faut commencer à investir le plus tôt possible? oui, L'élection de Donald Trump aux États-Unis, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les marchés financiers? on ne peut pas le prédire. Team gestion passive ou team gestion active? Team gestion passive. Intéressant, on y reviendra. Un portefeuille 100% crypto, est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être pas. Bitcoin ou Ethereum? Bitcoin. Investir sur des actions américaines ou européennes en 2025? Américaine. Investir dans les pays émergents, tu y crois? Oui, Est-ce qu'on trouve de bons conseils en investissement sur les réseaux sociaux? oui, Merci d'avoir joué le jeu. avec grand plaisir. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur la gestion passive, gestion active? Surtout que tu as travaillé dans un family office, tu as évoqué le sujet des performances, donc c'est intéressant d'avoir, ta perspective. Alors la gestion passive, il y a beaucoup de personnes qui pensent que, c'est quelque chose de neuf. Il faut savoir que la gestion passive remonte, pour la petite histoire, à 1971, 1971 pour les Belges qui nous écouteront et en fait, la gestion pa c'est John McCown qui était chez, Merrill Lynch à l'époque, qui a eu cette idée-là de créer un fonds d'investissement, pour qui suivait effectivement, l'indice boursier S&P 500. Quelques mois après, il a arrêté le fonds d'investissement parce que la mise en place opérationnelle était difficile et tout ça. Et ça a inspiré qui? John Bogle, le fondateur de Vanguard et le créateur du premier qui existe toujours d'ailleurs, hein, qui pèse plus de 1 000 milliards de dollars, mais le fondateur du premier fonds indiciel, si ma mémoire est bonne, le 31 décembre 1975, je pense. J'hésite parfois avec 1974, mais je pense que c'est 1975, peu importe. Donc finalement, la gestion passive, elle a plus de 50 ans. Il y a rien de neuf par rapport à ça. Le point important, c'est quoi? C'est que la gestion passive, elle part du postulat que c'est extrêmement difficile de battre la bourse, vraiment extrêmement difficile et que, en fait, plutôt que de passer des dizaines, des centaines d'heures à analyser les 500 actions du S&P 500, l'indice, boursier qui est le plus connu dans le monde, l'indice boursier américain, elle va partir du principe que on va répliquer le comportement d'un indice boursier en investissant dans les 500 actions du S&P 500. Donc la gestion active, de l'autre côté, elle va dire:
j'analyse les 500 actions, je prends Tesla parce que Tesla est très bien, je ne prends pas Apple, je ne prends pas Microsoft. Et le gestionnaire actif, il va peut-être investir dans 60, 70 actions du S&P 500. Le gestionnaire passif, il va prendre toute la botte de foin, comme le disait John Bogle. Et, et, et ce qui est intéressant d'observer, c'est vraiment que à long terme, sur plus de 10 ans, 90 ou 95% des gestionnaires actifs, malheureusement, font moins bien pour deux raisons importantes. La première raison, c'est une raison émotionnelle. Parce que même si les gestionnaires actifs restent des professionnels, ce sont des professionnels restent des êtres humains qui peuvent qui peuvent être piégés par leurs émotions. Les émotions font perdre en moyenne, à l'époque j'avais lu pas mal d'articles sur ce sujet-là, font perdre en moyenne entre 2 et 3% par an à des gestionnaires actifs. OK? Et donc, c'est la première cause de sous-performance des gestionnaires actifs, leurs émotions. Même si c'est des professionnels, ça reste des êtres humains. Et donc, à un moment donné, quand il y a le Covid, ce genre de choses, eh ben, un gestionnaire actif, il peut paniquer. Deuxième raison, c'est l'histoire des frais. Pourquoi? Parce que en Europe, les frais moyens pour un fonds actif action qui investit que dans des actions, c'est 1,96%. Arrondissons-le à 2%. Pour un fonds d'investissement passif, ça va être peut-être en moyenne, si on fait la moyenne, 0,2 ou 0,3%. Donc entre 7 et 10 fois moins cher un fonds passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 1er janvier de chaque année, le fonds actif va commencer à 1,5, 1,6, 1,7% derrière le fonds passif. Et comment voulez-vous, dans un monde où finalement les marchés financiers sont très efficients, comment le gestionnaire actif qui commence 1,5, 1,6, 1,7% au 1er janvier derrière le fonds passif, comment il peut rattraper ça? C'est extrêmement difficile. Et ces deux raisons-là expliquent qu'aujourd'hui, que toutes les études académiques et même de professionnels montrent que malheureusement, 90-95% des gestionnaires actifs n'arrivent pas à battre la bourse. Et donc ça, il faut en fait en être conscient. Et si on a un portefeuille qui est géré par un banquier, un CGP, un gestionnaire de fortune, peu importe, eh ben, c'est de challenger ça, de regarder ce dans quoi il investit, c'est de regarder ça a été quoi ses frais, quelles ont été ses performances et de pouvoir auditer soi-même son portefeuille. Et c'est pour ça aussi que je fais pas mal de formations pour que les gens soient capables d'auditer eux-mêmes leur portefeuille. Par contre, récemment, pour terminer sur la gestion passive, où aujourd'hui tout le monde parle de gestion passive, euh, ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné, y ait tout le monde veut acheter des fonds passifs. Les fonds passifs font qu'il y a énormément de flux qui sont investis dans des actions comme Apple, Nvidia, Tesla, etc., etc. Que ces sociétés-là soient à un moment donné survalorisées par rapport à leur valeur intrinsèque liée à leur business et qu'il y ait une chute plus ou moins importante, comme à un moment donné on a connu la dot-com bubble, peut-être moins important, peu importe, mais qui est une chute de ce secteur-là parce qu'effectivement, quand on investit en gestion passive de manière très, très massive comme ça, il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de flux qui vont sur les gagnants. Mais si demain, il y a des petits couacs chez certains gagnants, ou si demain, imaginons, il y a une fraude majeure chez Apple, eh ben, potentiellement, demain, il y a une fraude majeure chez Apple, je suis certain que le marché, il fait au minimum moins 15 ou moins 20%. Parce que tout le monde aurait été là dans un sens quand le marché monte. Mais si demain, les quelques valeurs sont survalorisées, qu'il y a un problème, eh ben, il peut y avoir effectivement un, un retournement de situation. Mais ça, enfin, comment dire, il faut le savoir. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui pensent que, par exemple, les small caps vont bien faire les 10 prochaines années. J'en sais rien, moi personnellement. Mais c'est important de se dire, dans un portefeuille, on peut être 100% en gestion passive sans souci. Puis il y a des gens qui ont des convictions et ils vont peut-être mettre 15-20% dans des convictions, mais avoir 80% dans de la gestion passive et
faire une stratégie de buy and hold, donc j'achète et je détiens à long terme. Effectivement, le sujet des ETF, hein, parce que c'est ça qu'on parle, est très en vogue actuellement. La thématique des frais, c'est quelque chose qui est important à comprendre. On parle souvent des intérêts composés, mais il faut avoir en tête que les frais, c'est un petit peu pareil, ça s'accumule. Donc, on peut se dire qu'un delta de frais de 1 point, 1,5 point sur une année, c'est pas tant que ça, mais quand on détient sur 5 ans, 10 ans, 15 ans ou plus, bah, ça s'accumule. Et donc, le delta à la fin, il peut être important. Et après, tu as parlé aussi de la valorisation des actions US. C'est vrai que moi, je l'ai vu en regardant quelques experts, c'est parfois des analyses qui peuvent ressortir. Après, ça relève la conviction de chacun. Sur la crypto-monnaie, alors, tu as dit pas forcément, ou probablement pas, quand je t'ai demandé si c'était bien d'avoir un portefeuille à 100% crypto. C'est quoi ta conviction sur la crypto? C'est une excellente question parce que à l'heure où on parle maintenant, il y a quelques mois, je me suis dit que faut savoir que sur la crypto, j'ai investi en 2018 dans une crypto. J'ai fait x7 x8. J'avais mis 250 €, j'en ai ressorti 1 700 €. Donc j'étais très content. Mais en fait, après, j'ai été éloigné de la crypto. Pourquoi? Parce que, bah, j'étais occupé, j'avais la famille, j'avais mes jobs et tout ça. Et il y a quelques mois, je me suis dit: «Mais en fait, il y a la crypto qui me rappelle». Je sens vraiment qu'il y a la crypto qui me rappelle, je ne sais pas l'expliquer autrement. Et je me dis: «Mais ce que je vais faire, vu que je me considère pas du tout expert en crypto, vraiment pas. Heu et ce que je vais faire, c'est que je vais former les gens qui suivent ma newsletter. Donc qu'est-ce que je fais concrètement? Déjà depuis le, 7 janvier, si je me trompe pas, oui, le 7 janvier, 2025, dans ma newsletter, il y a une section crypto où j'ai parlé de cryptographie. C'est quoi la cryptographie déjà? Combien de personnes savent comment ça fonctionne? Pas beaucoup à mon avis. C'est quoi le peer-to-peer lending? C'est quoi, une blockchain? OK. C'est quoi un mineur, et ce processus de mining? Bref, en fait, je repars vraiment de zéro, comme j'aurais voulu qu'on me forme, moi, Grégory Guillemin, il y a peut-être, plusieurs années. Et je suis en train de me former moi-même parce que je me considère expert financier, investissement, ETF, gestion active et tout ça. Ça, je ne vais pas dire que je suis incollable, mais je suis très à l'aise avec ça. Sur la crypto, j'ai des bonnes connaissances, mais j'ai plein de choses que je peux encore apprendre. Donc ce que je fais, c'est que je documente, en fait, mes apprentissages dans ma newsletter. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, en fait, probablement pas. Parce que, pour moi, aujourd'hui, j'ai pas encore d'investissement, en bitcoin. Bon, peut-être au moment où ça sortira, j'en aurai, certainement. Mais le point, c'est quoi? C'est que, heu, avant de répondre de manière certaine à ta question, il faut il faut être, pour moi, il faut être formé. C'est comme, est-ce que, team 100% gestion passive dans un portefeuille? Moi, maintenant, je peux te répondre: «Oui, 100% gestion passive», sans problème. Je peux comprendre les gens qui ne le font pas, mais je peux comprendre les gens qui font 100% gestion passive. Tu t'es forgé une conviction, sur la base de tes recherches, de tout ce que tu as documenté? De mon apprentissage, sur mes recherches, sur mon éducation par rapport à ça. Et maintenant, j'ai commencé un chemin sur la crypto. Je reçois de retours vraiment géniaux des gens qui adorent ça, qui découvrent ce monde-là. Et en fait, moi, je suis en train d'apprendre sur ce sujet-là. Je reçois énormément d'informations que je peux décrypter et que je peux justement partager aux gens qui me suivent. Et, et peut-être que si on se reparle dans un an, peut-être qu'aujourd'hui j'ai 0% en Bitcoin, peut-être dans un an j'ai 20% ou 30% de mon patrimoine financier en Bitcoin. Je n'en sais encore rien, mais ce qu'il y a, c'est que je suis dans ça m'éveille, et j'ai envie de comprendre et j'ai envie d'agir dans cette direction plutôt que dire: «Il faut absolument que j'ai du Bitcoin maintenant parce que, Éric Larchevêque a dit qu'il va toucher 250 000 € avant, l'été». Et c'est peut-être vrai, il a peut-être raison et tant mieux pour les gens qui ont du bitcoin. Mais j'ai pas envie de faire la même erreur qu'en 2013 et 2015 où j'ai investi en bourse sans être formé, où j'ai perdu 60 de mes économies. Là, j'ai envie de prendre le temps de me former et puis de commencer à investir justement quand je me sens à l'aise dans cette formation. C'est un très bon conseil. Alors justement, si on parle un peu plus en détail de ta mission, donc d'aider 1 million de personnes à débuter en bourse, est-ce que tu peux nous dire, sur la base de ce que tu vois, quels sont les principaux obstacles qu'ont les gens, en général, pour se lancer justement sur l'investissement? Les principaux obstacles, je vais en dire, 3. Le premier, ça va être,
que les gens n'ont pas d'argent. D'ailleurs, il y a une étude très intéressante qui a été faite récemment par BlackRock qui montre quoi? Qui montre que 65% des Français qui n'investissent pas en bourse, n'investissent pas en bourse parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas d'argent pour investir en bourse. Aujourd'hui, on peut investir en bourse avec Trade Republic, Scalable, Shares ou autres à partir de quelques euros par mois. Donc tout ça est devenu vraiment très accessible. Donc je dirais vraiment ce mythe-là, la bourse est réservée pour les riches. C'est un mythe. La réalité aujourd'hui, c'est que ces plateformes-là sont devenues accessibles, donc on peut investir à partir de quelques euros par mois sans aucun problème. Alors, pour la petite histoire, il y a des gens qui vont dire: «Ah oui, mais ça sert à quoi d'investir 10 euros par mois?» En fait, c'est juste se mettre sur le chemin. Aujourd'hui, tu as peut-être que 10 euros par mois que tu peux investir 10 euros, mais demain, tu commences à travailler et tu peux en mettre, 50 ou 100 ou 200. Ça va complètement changer, ta vie. Pour la petite histoire, 100 euros investis par mois dès la naissance d'un enfant jusqu'à ses 60 ans, c'est 100 euros par mois, 1 200 euros par an, fois 60, ça fait 72 000 euros à un taux de croissance de 6%, pas de 8 ou de 10%, taux de croissance de 6%, à 60 ans, cette personne-là a 1 million d'euros. Alors, ça tient 1 million d'euros à 60 ans, valent moins qu'1 million d'euros le jour de sa naissance, avec l'inflation. Mais c'est juste vraiment pour montrer le pouvoir, justement, d'investir des petites sommes et de commencer le plus tôt possible. Le deuxième obstacle que je vois vraiment, c'est quoi? C'est le manque. Donc, il y a le fait que les gens ont peur de perdre de l'argent. Donc, et ça, 25-30% des gens qui n'investissent pas en bourse ne veulent pas investir en bourse parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent. Parce qu'il y a une croyance très forte qui dit que la bourse, c'est risqué, on peut perdre de l'argent. Le point important, quand moi j'ai perdu 60% de mes économies en 18 mois, c'était entre quoi? Entre mars 2014 et septembre 2015, j'ai perdu 60% de mes économies. Heu, c'est pas la bourse qui m'a fait perdre 60%. C'est moi, Grégory Guillemin, qui a été émotionnel, qui a acheté une action, qui n'avait pas fait son travail de recherche, qui a dit à un de ses tout bon amis: «Achète aussi, cette action-là», qui a dit à sa copine: «Mets 1 000 € là-dedans» et 4 semaines après, ces 1 000 € étaient devenus à 500 euros. Donc le point important, c'est que la bourse ne prendra jamais de «l'argent à quelqu'un» entre guillemets. S'il y a des fraudes, c'est la société qui est responsable, c'est pas la bourse en général. Donc le point par rapport à ça, c'est que moi je considère que la bourse est volatile. Oui, la bourse des indices boursiers peuvent chuter de 50, 60, 70% sur une année. Des actions peuvent faire faillite, oui, mais encore une fois, hem, heu, est-ce que la bourse pour moi est risquée? Elle est moins risquée que notre propre comportement, que nos émotions. Parce que la raison première de sous-performance de nous en tant qu'investisseurs privés, ce sont des émotions. Et nos émotions peuvent nous faire perdre beaucoup d'argent. Hier soir, j'avais une hotline bourse pour les gens qui suivent ma formation digitale. Et une personne me dit, «Mais en fait, moi, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est j'achète une action. Quand elle fait plus 30%, je la vends. Et puis après, quand elle baisse, je la rachète. Et je fais comme ça des allers-retours. C'est facile en théorie de faire ça. Oui, mais on n'a pas de boule de cristal. Qui te dit que l'action que tu achètes maintenant, Tesla, va faire plus 30% les prochaines semaines ou prochains mois? Qui te dit qu'elle va pas faire comme fin 2021 à fin 2022 où elle fait moins quoi? Moins 65, moins 70%? Donc là, par rapport à ça, on n'en sait rien et le point avec cette personne-là, c'était qu'elle voulait être trop émotionnelle et «battre» entre guillemets la machine. Moi, vraiment, mon expérience des moins 60%, ça m'a fait prendre conscience d'une certaine humilité en disant: «Greg, le marché, c'est le marché. Tu as beau essayer de le battre, mais tu as 9 chances sur 10 de pas y arriver. Donc à un moment donné, arrête de faire le con et investis de manière passive». Donc c'est vraiment pour moi, le deuxième frein des gens, c'est qu'ils pensent que la bourse est risquée, qu'ils peuvent perdre de l'argent, heu, qui est lié au troisième point, le manque de connaissances. Le manque de connaissances, il est criant en Europe francophone. Il est vraiment criant. Il y a une étude qui avait été faite de manière très intéressante en 2016 par Standard and Poor's, donc la grande agence de notation en Europe, qui montrait qu'un Européen sur 2 ne connaissait pas le concept d'inflation. Un Européen sur 2 ne comprenait pas le concept de diversification. Est-ce que c'est mieux d'investir dans une seule société ou dans 10 sociétés différentes? Donc ça, c'est assez criant et ce manque d'éducation financière,
j'ai des petites explications par rapport à ça. On pourrait en discuter si c'est opportun. Grosso modo, pour faire très rapide, ça peut être lié à l'État-providence ou en France, en Belgique, l'État, en théorie, sera toujours là pour payer les pensions. C'est ce qu'ils disent. Mais bon, en pratique, un jour ou l'autre, ça pètera. Voilà. Mais l'État, en nous disant, vous inquiétez pas, il y a l'assurance, il y a les soins de santé qui vous sont remboursés, vous inquiétez pas, il y a de la pension, vous cotisez, etc., etc. Ça nous déresponsabilise un petit peu, tout simplement, chose qu'ils n'ont pas aux États-Unis. C'est pour ça aussi qu'aux États-Unis, ils investissent de manière plus rapidement parce ils savent que l'État ne sera pas là pour les aider, premier point. Et un deuxième point important, c'est l'histoire que euh, euh, l'argent, c'est un rôle un petit peu de statut social. Et donc, on a peur aussi d'en parler parce qu'on a peur d'être jugé par rapport au montant d'argent qu'on a sur nos comptes ou par rapport à la nouvelle voiture qu'on conduit et ce genre de choses. Et troisième explication, pour moi, c'est une explication plus qui remonte à notre culture judéo-chrétienne. Si on relit la Bible, je n'ai pas relu la Bible, non, mais par contre, j'ai relu certains passages, on voyait que l'excédent d'argent était pas bien vu, était critiqué par Jésus. OK, qui n'était pas contre les richesses, mais que l'excédent de richesse et le fait que les richesses pouvaient euh, changer quelqu'un en fond de lui, entre guillemets, ça clairement, Jésus disait, bah non, c'est pas bon. Et vu qu'on vit dans une culture judéo-chrétienne, on dit, bah, un peu d'argent, ça va, mais trop d'argent, c'est pas bien. Pour la petite histoire quand même, moi, quand j'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux il y a 4 ans, je disais que j'investissais 1000, 2000 euros par mois, même à certains moments 6000 euros par mois. Ça posait de problème à personne quand je disais que j'avais 50, 60, 70 000 euros de mon patrimoine financier. Depuis quelques mois, quand je dis qu'en bourse, j'ai plus de 250 000 euros en bourse, il y a plein de gens en dessous de mes posts qui disent, c'est quoi l'utilité de dire ça? Je dis juste la même chose hein, par rapport à il y a 2 ans, sauf qu'il y a 2 ans, j'avais peut-être 80, 90, 100 000 euros. J'ai eu la chance d'investir énormément et que les marchés montent fortement. Plus-value de marché 50 000 euros en 2024, non réalisée bien entendu, mais grâce à la bourse qui a créé cette richesse-là. Et aujourd'hui, parce que mon patrimoine financier a dépassé les 6 chiffres et les 250 000 euros, il y a des gens qui critiquent cette transparence. Ah non, mais ça sert à rien de savoir ça et tout ça. Et mon but, juste de partager ça, c'est que les gens, à un moment donné, peuvent se décomplexer de dire, mais que tu aies 1000 euros, 10 000, 100 000, 250 000, 10 millions, peu importe, tu restes un être humain et ça ne change pas la valeur de qui tu es vraiment. Et donc, c'est vraiment pour ça que moi, et même à un moment donné, j'ai reçu tellement de messages que je me suis dit, il faut plus que je partage mon patrimoine financier. Puis je me suis dit, mais Greg, non, depuis toujours, tu es super transparent. C'est pas parce que, et quoi demain, si dans 15 ans, tu continues à investir et tu as 1 million d'euros, tu vas plus partager ça. Mais pourquoi tu partagerais plus? Parce qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise parce que tu partages. Donc vraiment, moi, je l'ai vraiment vu en disant au départ, il y a 3 ans, je m'en souviens très bien, ou 4 ans, je partageais, c'est génial, tu partages tes investissements. Et puis d'autres personnes qui disent maintenant, mais non, c'est indécent. Plusieurs fois, j'ai lu, c'est indécent de partager ça. Mais c'est peut-être juste pour dédramatiser le sujet, pour que les gens partagent et qu'on puisse s'entraider. Si personne ne partage, chacun va être dans son coin, chacun va être dans son coin et personne ne va grandir. Si on commence à parler d'argent, si on commence à parler de crédit, si on commence à parler de crédit à la consommation, qu'on challenge, ah toi, tu as fait quoi pour ton crédit? Ah ben j'ai demandé à 2, 3 banques, tiens, je te passe les comptes. Et qu'on se challenge, on va augmenter nos connaissances et on va être plus libre financièrement et on va pas être dépendant du système financier dans lequel on est, tout simplement. Et justement, moi, je partage beaucoup de choses que tu as dit, notamment le côté de transparence, parce que je pense que ça te crédibilise et ça donne une portée à ce que tu dis. Comment il est composé ton patrimoine et comment tu l'as structuré? Quelle était ta réflexion derrière pour le structurer par rapport à ton profil à toi, tes besoins à toi? Alors, donc aujourd'hui, j'ai effectivement plus de 30 000 euros d'épargne de précaution. Moi, je dis toujours l'épargne de précaution entre 6 mois de dépenses nettes et 12 mois de salaire. Mon patrimoine financier personnel, il est de plus de 250 000 euros, réparti grosso modo à plus de 90% dans 10 fonds passifs. Voilà, 10 ETF. Pourquoi 10? Parce que mon objectif, c'est de répliquer la capitalisation boursière mondiale.
Si je prends un ETF qui suit le MSCI World, un ETF qui suit cet indice-là, l'indice MSCI World, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un indice boursier dans lequel il y a 1400 sociétés, dont 75% sont aux États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis, ça représente quoi? 55% de la capitalisation boursière mondiale. Je veux que mon portefeuille soit à 54 ou 55% aux États-Unis. Aujourd'hui, l'Asie, la Chine, par exemple, si on prend Shenzhen, Shanghai et Hong Kong, la Chine, ça représente environ 14-15%. Je souhaite que mon portefeuille ait 14-15% dans des ETF chinois. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai 10 ETF pour couvrir en fait toutes les zones géographiques, les small caps aussi, puisque les small caps, il y a 40 000 small caps dans le monde qui représentent environ 15% de la capitalisation boursière mondiale. Donc, j'ai environ 15% dans des small caps. Et voilà, moi, c'est comme ça vraiment que je l'ai fait. Comment j'y suis arrivé? En me posant simplement les questions de dire, quelle est mon allocation d'actifs? Est-ce que je suis prêt à vivre avec 250 000 euros? Demain, si la bourse chute de 50%, mon portefeuille chute à 125 000 euros. Ça me fera un petit peu mal au derrière, ça, je ne vais pas le cacher. Mais je suis prêt à vivre avec cette volatilité. Je sais que mon portefeuille peut chuter les 12 prochains mois de 50%. OK, la volatilité fait partie du jeu. Si on est capable de vivre avec cette volatilité-là, ben, on peut être dans des ETF actions. Par contre, si dans 5 ans, ma tolérance elle a changé, eh ben, je vais peut-être mettre des coussins de sécurité, des airbags à l'intérieur de mon portefeuille, des ETF obligataires de bonne qualité ou encore des ETF sur l'or, par exemple, qui vient servir de coussin. L'or est plus volatile, il faut savoir que l'or est plus volatile que les actions, mais en période de crash boursier important, l'or sert clairement de coussin de sécurité. Et puis, sur les zones géographiques, je n'ai pas de conviction particulière. Ma seule règle, vraiment ma règle, c'est de suivre une fois par an, je regarde le poids des zones géographiques dans la capitalisation boursière mondiale. Et j'adapte si mon portefeuille doit être adapté. Au niveau des secteurs, pas de conviction, je prends tous les secteurs. OK, voilà. Et au niveau des tailles, les large cap et les méga cap représentent 85%, les small et les mid cap environ 15%, et je réplique ça. Et puis voilà, j'ai de l'immobilier avec mon épouse, mais simplement la maison d'habitation, voilà. Je me suis posé la question d'investir en immobilier, mais encore une fois, aujourd'hui, hem, heu, pour moi, je le vois plus comme une charge mentale. Je sais que je pourrais encore être beaucoup plus riche si j'investissais en immobilier que je faisais avec l'effet de levier et ce genre de choses. Mais je suis pas drivé par ça. Enfin, je suis pas drivé par avoir un, 2, 3 biens immeubles de rapport et tout ça. Franchement, enfin, je le dis très brut, mais ça m'excite pas du tout d'avoir de l'immobilier. Je le vois comme une contrainte. Demain, j'ai de l'immobilier, je peux me passer moins de temps avec mes enfants. Je peux passer moins de temps avec de l'éducation financière. C'est pas ça que je veux. Donc moi, mon portefeuille finalement, mmh, la maison principale avec mon épouse, elle a son portefeuille financier, j'ai mon portefeuille financier et puis ça s'arrête, et puis oui, ça s'arrête là et c'est déjà très bien. Et pas de crypto, pour le moment, mais je suis certain que ça va changer, dans les mois qui viennent. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on voit que tu as vraiment mené une réflexion par rapport à toi, ta famille, ton projet à toi et que tu as adapté la volatilité que tu es prêt à accepter et que tu as adapté finalement à ça. Donc pour, les personnes qui débutent, je pense que c'est un bon principe, un bon conseil de se dire, bah, prendre le temps de te former, de regarder, de consulter, des livres, sur les réseaux en identifiant les bonnes personnes et d'adapter par rapport à ce qui est important pour nous. Donc il n'y a pas un seul portefeuille qui va convenir à tout le monde, pas du tout et il faut que ça nous convienne et qu'idéalement on puisse bien dormir le soir, avec les investissements qu'on a fait. Bien entendu. Je veux dire, souvenons-nous, en février 2020, 19 février, le marché commence à chuter. 23 mars, le marché a chuté de 34%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui qui a investi en bourse 10 000 euros, est-ce qu'il est prêt à voir son portefeuille chuter de 34% en 4 semaines? Si la réponse est oui, ben, il a une grande tolérance à la volatilité. Si la réponse est non, je ne suis pas prêt à vivre avec un moins 15, moins 20%, alors je dis directement de n'investir pas en bourse parce que les obligations, la classe d'actifs en théorie sécurisée, 2022, moins 18% en Europe. Donc, les obligations peuvent être volatiles aussi. Si par contre, on est prêt à vivre avec un moins 20, moins 25, moins 30, mais pas au-delà, il faut mettre d'autres choses à ce moment-là dans le portefeuille, comme l'or, qui viennent servir de coussin de sécurité. Et donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Moi, je dis toujours, investir en bourse ou investir en crypto ou investir en immobilier,
ou investir dans du private equity ou dans n'importe quoi, c'est d'abord et avant tout apprendre à se connaître. Et donc, si vous investissez en bourse et qu'après 3 mois ou 6 mois, ça vous titille parce que la volatilité, ça vous dérange, mais peut-être que la bourse n'est pas faite pour vous, ou peut-être qu'il faut dire, bon, ben, je laisse ici 10% de mon patrimoine et le reste, je vais le faire en immobilier. Avoir que de l'immobilier, ça peut être bien, mais d'un autre côté, il y a une question de liquidité aussi. Parce que la bourse, tu as besoin de 50 000 euros, j'invente, ton portefeuille, tu le vends, tu vends une partie, un jour ou 2 jours après, tu as l'argent sur ton compte, c'est très liquide. L'immobilier, tu as un couac dans ta vie qui fait que tu as tout ton portefeuille en immobilier, tu as une épargne de précaution qui est assez faible, ben, l'immobilier, tu peux pas dire: «Ah ben, je vais vendre la moitié de mon appartement pour financer, un projet dans 6 mois ou 12 mois ou une dépense certaine». Non, pas du tout. Donc c'est là où chacun, en fait, doit apprendre à se connaître, apprendre à connaître la relation à l'argent, sa relation avec la volatilité et puis, investir. Moi, je dis toujours: «On investit dans ce qu'on comprend et dans ce qu'on aime un minimum». Moi, j'ai pas envie d'investir dans l'immobilier locatif parce que je le vois comme une charge, mentale et une charge opérationnelle. Que d'autres personnes vont dire: «J'ai pas envie d'investir en bourse parce que je le vois comme le casino est quelque chose de pas tangible du tout». Donc ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Si je suis, débutant, j'ai jamais investi en bourse, mais c'est des sujets qui m'intéressent. J'ai commencé à regarder, mais je ne sais pas comment faire. Très concrètement, est-ce que tu peux nous donner les étapes que je devrais suivre pour me lancer? Première chose, c'est de définir le montant que tu souhaites investir. Donc d'abord, tu vas définir ton coussin de sécurité ou ton épargne de précaution, entre 6 mois de dépenses et 12 mois de salaire net. Ensuite, imaginons que tu mets, de côté, 20 000 € sur un livret A pour dire quelque chose. Il te reste 10 000 €. Ces 10 000 €, comment tu vas les gérer? Donc ça, premièrement, tu vas réfléchir. Tu vas déjà prendre le temps de comprendre les marchés financiers, les actions, les obligations, les fonds d'investissement actifs, les fonds d'investissement passifs. Deuxièmement, comprendre comment les marchés évoluent. Est-ce que les marchés évoluent positivement, négativement? Comment, ça évolue, tout ça? Donc comprendre les grands principes d'investissement. Et puis, troisièmement, parler d'allocation. Donc l'allocation, c'est vraiment ça, l'allocation d'actifs. Est-ce que tu mets tout dans une seule et même classe d'actifs, dans des actions par exemple? Est-ce que tu es prêt à vivre avec la volatilité? Pourquoi je dis toujours les allocations, ça vient après les principes d'investissement? Parce que dans les principes d'investissement, on apprend justement que les actions gagnent en moyenne 7-8% par an, que les actions peuvent sur une année chuter de 40%. On apprend l'historique et l'histoire, je dirais, des marchés financiers et des places boursières. Et puis sur les allocations, l'allocation d'actifs, géographique, sectorielle et par taille. Et puis quand on a défini ça, il faut faire un petit travail de recherche pour aller sur justetf.com par exemple et trouver les meilleurs ETF. Il y a, pour les personnes qui n'ont pas encore fait cet exercice, il y a des vidéos gratuites que je mets à disposition sur ma chaîne YouTube où j'explique vraiment pendant 20 minutes comment aller trouver des ETF, quels sont les critères à suivre. Et puis quand on a trouvé les ETF, il reste plus qu'à suivre son plan d'allocation. J'ai défini d'investir 40% dans un ETF qui suit le S&P 500. Eh ben, je mets en place mon plan programmé via Trade Republic, par exemple, où j'investis tous les mois. Donc, Trade Republic, ça peut être peut-être qu'avant d'investir, se poser la question du courtier. Quel est le courtier qui est le plus opportun pour toi? Est-ce que Trade Republic est opportun? Oui, non. Vous êtes les personnes qui sont en France, il y a ces histoires de PEA. Trade Republic le propose maintenant. Assurance vie, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais après, il faut pas prendre 3 mois pour se poser cette question-là. Est-ce qu'il faut absolument ouvrir une assurance vie ou pas? À un moment donné, tu es résident en France, tu ouvres un PEA, tu commences déjà à faire ça pour cette histoire de fiscalité, puisque après 5 ans, sur les plus-values, tu ne payeras que 17,2% et pas 30% de flat tax. Tu commences avec le PEA en étant bien formé. Et puis, si à un moment donné, tu souhaites ouvrir un compte titre, parce que dans le PEA, tu peux pas mettre tout et n'importe quoi, tu ouvres un compte titre. Si à un moment donné, une assurance vie a du sens pour toi, tu ouvres une assurance vie. Mais on n'a pas toujours le point, ce que je veux dire, c'est que on on définit les montants, on regarde les principes d'investissement, on définit ses allocations, on choisit les instruments financiers et sa plateforme
Et puis à un moment donné, on se jette à l'eau. Et puis on n'a pas on n'attend pas, 6 mois de «formation» entre guillemets, d'avoir répondu à nos, 1000 et une questions, parce qu'on n'a pas toujours toutes les certitudes. Et puis aujourd'hui, tu as peut-être pas de questions, mais peut-être dans 3 mois ou 6 mois et tu as un événement de la vie qui fait que tes parents t'ont donné 50 ou 100 000 € et voilà. Mais au moins tu auras commencé à investir en bourse, tu te seras déjà formé, tu connaîtras le chemin pour y arriver et demain, tu commences avec 10 € par mois. Mais si demain, tu dois le passer à 100 ou 500 € par mois, beh, tu auras déjà fait tout le travail pour 10 € par mois. Donc pour le travail pour 100 ou 500 € par mois ou 1 000 € par mois, en fait, ça sera juste changer les montants. Mais tout le chemin, tu l'auras déjà fait. Donc c'est pour ça que je dis toujours aux gens, même si vous n'avez que 10 € par mois à investir en bourse, commencez, faites ce travail-là parce qu'un jour, tôt ou tard, ça sera peut-être plus 10, ça sera peut-être 50, 100, 500 ou 1 000 €. Et là, vous aurez déjà fait le chemin et vous comprendrez mieux, en fait, ce Merci chemin-là. pour ta réponse. Je t'ai aussi, tendu la perche pour parler de ton livre, mais tu l'as pas fait. Alors je vais te faire un peu de promotion. Tu as sorti un livre qui s'appelle «Bien débuter en bourse, prenez soin de vos économies en toute autonomie». Je mettrai le lien en description et ça fait partie de la philosophie que tu expliques, bah, de se former et donc toi, tu as fait un livre, peut-être tu peux en parler rapidement? Oui, avec grand plaisir. Bah, le livre, en fait, j'ai été contacté au moment de ma démission de mon préavis, en mai 2021. J'ai été contacté par le président des éditions Mardaga, une maison d'édition en Belgique, pour me dire: «Oui, oui, j'adore ce que tu fais sur l'éducation financière, ce que tu partages sur ta chaîne Facebook, et un petit peu sur LinkedIn. Est-ce que tu veux bien, écrire un livre?» Au début, j'ai dit: «Thibaut, on ne se connaît pas», mais la réponse est non. Parce qu'à l'époque, j'aimais pas écrire, pour être très franc avec toi. Et en fait, on continue la discussion et à la fin, je lui dis: «Thibaut, je suis quand même assez touché par le fait que tu m'appelles. Donc je vais dire: "Oui, mais je veux bien écrire l'intro et le premier chapitre. Si j'aime ça, si j'aime écrire, je continue. Si ça m'emmerde, j'arrête"». Et en fait, j'ai vraiment adoré entre juillet 2021 et juillet 2022, je passais entre 8 et 10 heures par semaine à écrire mon livre. Bon, maintenant, depuis 2023, je passe 8 à 10 heures par semaine à écrire ma newsletter. Donc mon livre vraiment est un très, très bon début pour les personnes qui souhaitent effectivement lire cela. Après, il y a des gens qui me disent: «Grégory, ça serait bien que tu le mettes à jour», mais je manque clairement de temps pour le mettre, à jour et donc c'est pour ça que je renvoie toujours les gens vers ma newsletter. Mais effectivement, mon livre a été écrit pour des gens qui ne connaissent rien à la bourse et qui veulent commencer à investir en bourse. Pour la petite histoire, la plus jeune personne qui a lu mon livre, elle avait 11 ans. Alors justement, ta newsletter, parlons-en. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu partages, en s'abonnant, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Ma newsletter, elle s'appelle «Les tutos de Greg». Il y a plus de 10 000 personnes qui me lisent chaque semaine, qui reçoivent l'email en tout cas, mais qui me lisent pas tous parce que plus ou moins 50 des gens lisent l'email, pas tout le monde. Je partage quoi? Je partage des petites nouvelles, macroéconomiques, financières et tout ça. Pas chaque semaine non plus parce qu'il y a des fois j'écris clairement que j'ai pas eu le temps de faire ces recherches-là ou qu'il y a pas de nouvelles, intéressantes à partager. J'ai toujours une section décryptage où je vais donner mes conseils sur un sujet. Une section minute éduc. Donc, c'est quoi un ETF passif? C'est quoi un ETF actif? La majorité des gens ne connaissent pas la différence entre un ETF actif et un ETF passif. Je vais expliquer la différence. Donc là, je vais vraiment, expliquer un concept, tout simplement. Pas donner de conseils par rapport à ça, mais expliquer un concept. Puis maintenant, il y a la crypto éduc où je parle, 4-5 minutes effectivement, par, semaine où j'écris, souvent des longs, une longue section sur c'est quoi un sujet lié à la crypto-monnaie. Et puis, je partage également des outils, ça c'est un point important. Donc ça peut être des fichiers Excel, ça peut être des simulateurs, ça peut être, des vidéos utiles, ça peut être des podcasts utiles à écouter ou ce genre de choses. Et puis mon portefeuille, puisque chaque semaine je parle de mon portefeuille en disant: «J'ai fait tels investissements» ou «Ce mois-ci, j'ai économisé autant, j'ai gagné autant» ou ce genre de choses. Simplement pour inviter les gens à faire ce petit travail de gestion budgétaire. Parce qu'avant d'investir en bourse, il faut déjà correctement gérer, son budget. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on dépense? Est-ce qu'on peut gagner un peu plus? Est-ce qu'on peut dépenser un petit peu moins? Et à la fin, je parle de mes news autour de moi et de mes activités. Je parle, de
ma formation digitale que j'ai lancée, je parle, du bouquin que je suis en train du cahier d'activité que je suis en train d'écrire avec une personne qui s'appelle Sophie et qui, m'aide là-dessus et qu'il sera disponible, j'espère, à partir du mois de mai pour les enfants à partir de 5 ans, un cahier d'activité. Je parle du fait que je suis chroniqueur maintenant, dans un grand magazine en Belgique, chroniqueur hebdomadaire. Donc je parle en fait de plein d'activités, de mon chiffre d'affaires, parfois également de mes moments de coup de blues. Ça m'est arrivé effectivement de parler de à un moment donné, j'ai été, fort marqué par certaines personnes qui m'attaquaient assez fort sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle des haters et donc j'ai partagé en toute transparence comment je sentais par rapport à ça, pourquoi ça me remettait en question ici et là. Donc un petit peu plus en mode, pas uniquement dire: «J'ai gagné autant, blablabli, blabla», mais vraiment en mode, quelles sont les news que j'ai envie de partager sur mon business, sur, comment je me sens et donc voilà et ça m'arrive aussi, d'écrire dans ma newsletter que je me sens triste parce que j'ai passé 10 jours, avec mes enfants, en Suisse, c'était génial et qu'en rentrant dans la voiture, j'ai pleuré. Ça m'est déjà arrivé d'écrire ça parce que voilà, c'est comme ça que je suis. Moi, je le partage avec, le plus grand des plaisirs, qui je suis et donc voilà un petit peu pourquoi il y a autant de gens qui aiment en fait, lire ma newsletter chaque semaine. Ça fait quand même depuis le 3 janvier 2023 que j'écris ma newsletter. J'ai pas loupé une seule semaine, même quand j'étais en vacances, je prenais 2-3 soirs, 2 heures par soir pour pouvoir écrire ma newsletter. Parfois, il y a des versions plus longues et plus courtes, bien entendu, mais vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est comme, pour moi, un un journal «intime» entre guillemets, où je fais sortir de moi des choses que j'ai envie de partager avec générosité. Je le fais avec le plus grand des plaisirs. Donc, si vous cliquez sur le lien, bien entendu, vous pourrez y avoir accès ou si vous tapez «les tutos de Greg» sur votre moteur de recherche, vous trouverez ça sur Substack et avec grand plaisir que je vous accueille en tant que lecteur et lectrice. Je vous mettrai tout ça en description et évidemment, je vous recommande de vous abonner à la newsletter de Grégory. Alors, où est-ce que tu en es dans ta mission et quel service derrière la question, quel service tu proposes pour, l'accomplir? Oui. Ah bah, en fait, bah, aujourd'hui, je passe quand même 65-70 de mon temps à créer du contenu, ma newsletter, mes vidéos YouTube, bien entendu, et également, mes différents réseaux sociaux. Et puis, je dirais où est-ce que j'en suis par rapport à ma mission? Moi, je considère que, j'ai formé plus de 6 000 personnes qui ont lu mon livre et plus de 1 200 personnes qui ont acheté des formations payantes. Donc je considère comme ça qu'il y a grosso modo plus de 7 200 personnes que j'ai pu former. Donc je suis encore loin, je suis même pas à 0,10, même pas un dixième d'1%, de mon objectif d'1 million de personnes. Mais tu pas donné d'échéance, donc tu es encore bon. Voilà, j'ai toute cette vie-ci et j'ai mes futures vies aussi, donc sans aucun problème. Mais le plus important vraiment, c'est que, voilà, je vois l'aspect, communautaire. Début 2024, j'avais 18 000 personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux et une newsletter incluse. Maintenant, on est à plus de 40 000 personnes et tant mieux parce qu'il y a des gens pour qui ça va suffire les réseaux sociaux et mes vidéos, ce genre de choses. Il y a des gens qui veulent des formations. Donc grosso modo, moi j'ai différents types de formations. J'ai une formation digitale qui s'appelle Défi Bourse 2.0. Donc ça, c'est une formation où il y a 18 modules, les gens suivent les modules. Il y a une hotline mensuelle qui est organisée où les gens viennent, posent des questions. Et il y a une masterclass décryptage mensuelle également sur un sujet particulier. Soit le sujet, je le fais seul ou j'invite un expert sur un sujet, un notaire, un avocat, un fiscaliste, peu importe quel est le sujet. Et puis, donc formation digitale. Et puis, j'ai toutes des formations que je fais parfois pour certaines familles et surtout des formations dans des entreprises. Donc, je fais parfois des workshops dans des entreprises d'une demi-journée. J'ai déjà fait des workshops dans le deuxième ou troisième plus gros gestionnaire au monde qui s'appelle Capital Group, qui est pour une équipe d'une vingtaine de personnes qui était à Luxembourg pour le back-office. C'est quoi la bourse? À quoi ça sert? Les instruments financiers. Et puis, en plus de ça, des conférences pour des étudiants, pour des associations, et tout ça. Donc vraiment, formation digitale, formation pour certaines familles qui veulent des formations avec moi et plutôt, workshop en entreprise, conférences pour des associations, pour, des étudiants et c'est comme ça effectivement
que je gagne de l'argent dans mon activité. Également sur la partie création de contenu, puisque j'ai 2-3 sponsors principaux avec qui je collabore et avec qui j'ai une collaboration de long terme et un contrat commercial de long terme. Pour ta formation digitale, elle s'adresse à qui? Est-ce que parce que tu as parlé, de croyances limitantes parfois sur l'investissement boursier. Est-ce que quelqu'un, voilà, qui a pas de base, qui a juste un intérêt ou une envie d'apprendre, peut venir sans forcément avoir de prérequis? Et ça, c'est la 1re question et la deuxième question, combien est-ce que ça coûte? Donc première question, pour répondre à ta question sur, pour qui c'est aussi bien pour l'investissement débutant qui ne connaît rien en bourse que pour les personnes qui ont déjà commencé à investir, mais qui veulent un petit peu challenger leur philosophie. Parce qu'il y a pas mal de Français, de Belges qui investissent dans des actions individuelles et qui perdent facilement de l'argent et qui n'ont pas un fil conducteur. Donc vraiment, ma formation, elle est ouverte à toutes les personnes qui ont envie de prendre du temps, 2 heures par semaine pendant 5-6 semaines, pour se former et avoir une stratégie gagnante à long terme en investissant dans des fonds passifs. Alors le prix, aujourd'hui, il est à 1 980 €, et puis à certains moments, lors de masterclass ou ce genre de choses, il m'arrive effectivement, de faire parfois des réductions. Par exemple, pour le lancement 2025, bah, j'ai fait une réduction où le prix de la formation est à moins de 1 000 € de manière exceptionnelle pen le jour de la masterclass, tout simplement. Donc, voilà. Après sur le prix, c'est quelque chose qui peut évoluer à la hausse, qui peut évoluer à la baisse. Je suis vraiment très à l'écoute de ce que me disent les personnes, très à l'écoute aussi du fait que faut savoir que c'est pas une formation digitale où les gens suivent ça et puis voilà, c'est une formation où en plus de ça, tu as un espace communauté. Aujourd'hui, cet espace communauté, tu as plus de 600 personnes qui posent des questions, qui interagissent, qui se continuent à se former et 2 heures par semaine, 2 heures par mois, je suis disponible pour hier soir d'ailleurs, de 20 heures à 22 heures. C'est pour ça que ma voix est un petit peu cassée. Il y avait, 19 personnes qui étaient, présentes et j'ai répondu aux questions de 19 personnes. Les gens me posaient des questions, venaient, l'outline bourse mensuelle, elle est enregistrée et puis les gens, y ont accès le lendemain au replay et puis voilà et c'est comme ça qu'on grandit petit à petit et donc voilà et c'est 1 980 € TVA comprise comme je te disais. C'est un investissement one shot et puis après, avec accès à vie bien entendu, à la formation, aux mises à jour et surtout à l'espace communauté. Chose que j'avais pas avant pour la petite histoire quand il y a 3 ans et demi, quand j'ai enregistré ma première formation, j'ai enregistré ça et puis j'ai jamais mis en avant l'aspect communautaire. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que même s'il y a des gens qui sont autonomes, ben, dans la vie d'un investisseur, tôt ou tard, il y a des questions. «Ah, j'ai reçu de l'argent de mes parents, comment on ferait ça? Ah, je suis dans une optique de ma vie où je mettrais peut-être en place un mandat de protection future, où je donnerais peut-être de l'argent à mes enfants» et cetera et cetera. Les gens ont toujours des questions tôt ou tard liées à leur patrimoine et le fait qu'on soit une communauté, qu'on s'entraide, ben, c'est juste génial. J'adore être près de ma communauté, répondre à leurs questions et 2 heures par mois, c'est voilà, parce que on pourrait se dire 1 980 €, c'est génial. Aujourd'hui, à l'heure d'enregistrer cette vidéo, quand une personne veut une formation de 2 heures avec moi en one to one, je demande 700 € par heure. Donc aujourd'hui, j'ai un taux forfaitaire de 700 € par heure. Donc encore une fois, tout dépend de la perspective qu'on a, mais pour moi, être autonome, c'est génial parce qu'on apprend et on comprend de nouvelles choses et on peut prendre des décisions qui ont du sens pour nous. Donc on peut vraiment avoir chaque personne en suivant ce type de formation peut avoir un patrimoine qui a du sens pour, cette personne-là, pour sa famille et puis surtout on peut ne plus être dépendant justement d'un conseiller bancaire, d'un, CGP et on peut vraiment prendre des décisions qui ont du sens pour nous, pour notre famille et sans spécialement ouvrir un compte dans une grande institution financière, remplir un profil de risque, rentrer dans une case qui n'est peut-être pas la case qui est appropriée pour nous. Et ce prix doit être mis en rapport avec, bah, la valeur partagée d'une part et puis d'autre part, c'est aussi le coût du passage à l'action. Parce que là où il y a une certitude, c'est que ne pas investir, ne pas se préoccuper de ces sujets, c'est perdre face à l'inflation. Donc après, en investissant, on peut gagner, on peut perdre, il y a de la volatilité bien sûr. Ici, on ne fait pas de conseil en investissement, on ne va pas vous dire d'acheter tel ou tel actif. Mais en tout cas, voilà, il y a une certitude, c'est le fait de passer à l'action, bah, c'est quelque chose qui va vous apporter et parfois apprendre en marchant, comme tu l'as bien évoqué. Une question, encore sur l'investissement. En 2025, c'est quoi les 3 produits à regarder en bourse ou en investissement en général? Bah, premièrement, je dirais les ETF passifs. Deuxièmement, faire attention aux ETF actifs
Un ETF actif, c'est un fonds d'investissement qui est géré activement par un gestionnaire actif, mais qui l'a mis sous format juridique ETF, donc facilement échangeable en bourse. Donc, il y a de plus en plus d'ETF actifs disponibles sur des plateformes d'investissement comme Trade Republic. Donc, attention à cela. Donc, être vigilant aux ETF actifs parce que les ETF actifs, les gestionnaires des ETF actifs nous font le miroiter que c'est la meilleure option entre la gestion active et de la gestion passive. Moi, j'y crois pas, pour être très franc avec toi. Et la troisième chose à regarder, c'est l'environnement des crypto-monnaies. Vraiment, si vous n'y connaissez rien, commencez à lire ma newsletter de début janvier 2025 et franchement, je vais vous emmener chaque semaine là-dedans. Vous avez la moindre question, vous la posez et je suis certain qu'après 10, 15 éditions, vous en connaîtrez déjà plus et vous saurez dire oui, je comprends mieux cet environnement-là, ça a du sens pour moi, ou non, en fait, je comprends mieux, mais ça n'a pas du sens pour moi. Donc, c'est vraiment ça l'objectif, c'est que les gens, c'est comme faire du sport. Quand tu sais, tu penses que bien aimer le basketball, tu vas faire du basketball, après 3, 4 séances, tu te rends compte que tu n'aimes pas. Et puis tu vas faire du VTT, oh punaise, tu adores le VTT, tu savais pas que tu aimais, et tu as commencé le VTT, et puis voilà. Et c'est la même chose quand tu apprends des nouveaux sujets. Tu vas peut-être être drivé, moi pendant très longtemps, pendant la bourse, toujours pas vers la bourse, mais il y a quelques mois, j'ai senti à l'intérieur de moi que je voulais mieux comprendre et apprendre sur les cryptos. Et donc, je le fais et je prends du temps maintenant chaque semaine de le faire. Donc, j'invite vraiment chaque personne à explorer les envies d'apprentissage sur certaines classes d'actifs, ce genre de choses, puis d'essayer si ça a du sens pour eux. Et puis, si dans 3 mois, 6 mois, ça a moins de sens et ce genre de choses, ben, pouvoir dire, ben non, en fait, c'était pas pour moi. Je me rends compte que c'est pas moi ça vraiment. Et peut-être que vous allez vous découvrir des passions pour les cryptos ou pour la bourse ou pour l'immobilier, mais il n'y a rien à faire avant qu'on sache qu'on aime bien ça, il faut prendre le temps de se former. C'est vraiment la base. Excellent. On arrive sur la fin de notre échange, Grégory. J'ai 3 questions, je pose systématiquement à tous mes invités. Avec grand plaisir. Alors la première, est-ce que tu as un livre à me recommander, un livre qui t'a marqué en finance? Il y a quelques mois, je t'aurais dit ben non, parce que je lis très peu de livres en finance. Et puis, je peux te partager ceci, le guide visuel d'éducation financière, donc qui a été écrit par mon cher ami Guillaume Simonin. Ceci n'est pas une collaboration sponsorisée, mais en fait qui est génial parce que, bon, il y a plein de feuilles volantes et tout ça que je connais très bien et qu'on a fait ensemble sur le contenu, en tout cas sur la bourse. Et en fait, c'est génial parce que il lie vraiment l'aspect visuel. Il lie vraiment d'un côté un aspect vraiment feuille volante, de l'autre côté l'explication de la feuille volante. Et ça couvre en fait tous les sujets liés au patrimoine. Ça ne rentre pas dans le détail, donc certaines personnes pourraient être frustrées de dire oui, mais en fait, je connais un peu mieux la bourse, mais j'ai pas un mode d'emploi sur la bourse. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de couvrir les différents sujets liés au patrimoine en général. Ça, c'est vraiment un livre qui m'a marqué. Pourquoi? Parce que pour le talent de Guillaume sur les illustrations, il n'y a rien à faire. 80% des gens sont plus visuels qu'auditifs. Et donc, le fait que visuellement, on explique que c'est une action, une obligation, un ETF, ben, ça ancre beaucoup plus ces informations-là dans les gens. Et donc, le niveau d'éducation financière, il augmente. Très bonne recommandation et je précise pour les auditeurs qui auraient loupé que Guillaume Simonin était mon premier invité. Donc voilà, si tout ça vous intéresse et que vous voulez creuser le sujet, vous pouvez aller écouter le premier épisode du podcast. Et à titre personnel, c'est un cadeau que j'ai fait à Noël, donc je peux le recommander fortement. Merci pour ça. La deuxième question, est-ce que si tu te pouvais retourner 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, quel conseil tu donnerais à Grégory Guillemin? En 15 ans en arrière, je dirais Greg, arrête de jouer à Counter-Strike sur l'ordinateur et forme-toi et investis en bourse, même si tes parents disent que c'est risqué. Intéressant. Ma dernière question, est-ce que tu pourrais me recommander un invité que je devrais inviter dans le podcast? Sachant que l'engagement que je prends vis-à-vis des auditeurs, c'est que si on me donne 2 à 3 fois le nom de la même personne, eh bien, je lui proposerai de venir. Je ne sais pas si elle acceptera, mais en tout cas, je lui proposerai. Écoute, c'est une excellente question. Qui tu pourrais inviter?
Eh ben, on pourrait sortir un petit peu, des sentiers, battus, pas parler toujours de bourse et d'investissement boursier, mais peut-être Éric Larchevêque, parce que, bah, il a une conviction très forte en bitcoin. Il investit 100 de ses avoirs financiers en bitcoin et c'est vraiment enfin, pour moi, je l'écoute de plus en plus et c'est intéressant de voir ses convictions profondes. Donc avoir quelqu'un qui est aussi fort convaincu par quelque chose, qui l'anime au fond de lui, c'est vraiment, enfin pour moi, ce serait vraiment inspirant et donc j'espère que d'autres invités vont te recommander, Éric, que je connais pas personnellement d'ailleurs, hein, pour qu'il puisse, assister à ton et participer à ton podcast et je suis convaincu qu'il trouvera le temps pour le faire. Ça serait un très bel invité en tout cas. Merci beaucoup pour notre échange, Grégory. C'était très intéressant. Je pense qu'on a partagé beaucoup de valeur aux auditeurs. Si on veut te contacter, par quel moyen est-ce qu'on peut passer? Qu'est-ce qui est le plus simple? Alors, qu'est-ce qui est le plus simple pour me contacter? Beh, c'est via les réseaux, sociaux. Donc, il y a ma page LinkedIn, Grégory Guillemin. Il y a ma page Instagram, Grégory Guillemin aussi. Pour me suivre sans spécialement me contacter, il y a les tutos de Greg, qui est ma newsletter. Et puis si vous tapez Grégory Guillemin, sur, votre moteur de recherche, vous tomberez sur mon site internet, vous aurez mes coordonnées, ce genre de choses, mais passez déjà par les réseaux sociaux, c'est déjà très, très bien. Super, merci beaucoup Grégory. Pour tous les auditeurs, du coup, vous l'avez compris, je vous recommande son livre, la newsletter et puis le contenu que Grégory partage de manière générale sur les réseaux. N'hésitez pas à aller voir tout ça et je vous mettrai tous les éléments en description. Un immense merci, Richard, pour ton temps. Merci de m'avoir posé toutes ces questions-là et bah, je te souhaite une excellente journée et encore, bonne chance pour ton podcast. Merci, salut à tous, à bientôt. À bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu fais partie de mes plus fidèles auditeurs. Alors je te dis un grand merci. Avant de partir, je te donne deux to-do. D'abord, si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un avis 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide vraiment à faire grandir le podcast et à te proposer un contenu toujours plus qualitatif. Ensuite, partage cet épisode à au moins 3 personnes de ton entourage qui sont intéressées par le monde de la finance ou qui ont besoin de s'y intéresser pour mieux comprendre le monde qui les entoure. Pour me contacter et accéder à encore plus de contenu, tu peux me retrouver sur LinkedIn. Je publie chaque semaine 2 posts qui décryptent l'actualité financière. Tu peux aussi t'abonner gratuitement à ma newsletter mensuelle publiée sur Kessel Media. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.